Bien-aimé, fidèle auditeur, spectateur de Une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver ce midi encore. Nous allons poursuivre dans la série mieux se connaître pour mieux s'aimer. Nous allons continuer à parler des tempéraments aujourd'hui. Nous allons rentrer dans le détail des 4 tempéraments principaux et je vais d'abord faire un petit historique avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons prier pour confier notre échange entre les mains du Seigneur, du Saint-Esprit, afin que lui-même nous guide, qu'il nous parle, parce que tout ce que nous voulons étudier, c'est pour pouvoir vivre des relations de couple épanouies et d'une manière générale aussi des relations apaisées avec notre entourage. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour l'occasion que tu nous donnes encore ce midi de nous retrouver autour de toi, autour du Saint-Esprit, pour apprendre comment faire en sorte que nos familles, nos foyers, nos mariages soient épanouis, parce que nous voulons montrer au monde, à travers nos relations familiales, nos relations de couple, à travers nos foyers, ce que c'est que ton amour, comment tu as aimé ton Église, qui est ton épouse. Je prie que tu conduises toutes choses pour que tes enfants comprennent l'essentiel de ce que tu veux leur enseigner au travers de cet échange. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais la dernière fois, nous allons nous focaliser, nous, sur les 4 tempéraments. J'ai lu quelque part dans la semaine qu'il y a au moins une 12 à 13 je dirais, théories sur la personnalité. Donc, dans le domaine psychologique, il y a beaucoup de théories sur la personnalité. Mais l'une de celles qui ont traversé le temps, c'est vraiment celle qui décrit les 4 tempéraments. Parce que la première personne qui a parlé de ces 4 tempéraments, c'est Hippocrate. Vous avez déjà entendu certainement du serment d'Hippocrate que prêtent les médecins. Donc, Hippocrate était un médecin et un philosophe grec qui a existé 400 ans avant Jésus-Christ. Et c'est lui qui, pour la première fois, a classé les hommes selon 4 tempéraments. Et d'après lui, sa théorie, c'était que ces tempéraments avaient pour origine les fluides, les principaux fluides qu'il y avait dans le corps humain. Et c'est pour ça que les noms qu'il a donnés à ces tempéraments sont restés. Pour lui, il y avait 4 fluides, donc le sang, ce qui a donné le tempérament du sanguin. Il y avait le colère, qui est la bile jaune, en fait, dans le corps, qui a donné le tempérament colérique. La bile noire, qui est la mélancolie, qui a donné le tempérament mélancolique. Et enfin, la lymphe, qui est aussi appelée flegme, qui a donné le tempérament flegmatique. Donc, Hippocrate, lui, il supposait que c'est compte tenu de la quantité de ces fluides dans notre corps qu'on était plutôt sanguin, plutôt flegmatique, etc. Bon, la suite a montré que ce n'était pas vrai, mais la classification qu'il a faite des 4 tempéraments est restée. On a vu effectivement que ces tempéraments-là correspondaient à la majorité des cas des hommes. Donc, ce qu'il faut noter, je pense que je l'avais dit la semaine dernière aussi, ce qu'il faut noter, c'est que on a tous plusieurs types de tempéraments. On n'a pas un seul. Mais il y a un tempérament qui est dominant. C'est-à-dire, tu peux être flegmatique, qui est ton tempérament dominant, et puis tu peux être mélancolique, qui est le second. Et les tests qu'on fait ne permettent pas, il n'y a pas une manière de déterminer de manière précise à combien de pourcent on est flegmatique, etc. Étant entendu qu'on a dit la semaine dernière aussi que plus on devient mature spirituellement, plus le tempérament peut être transformé. Donc, c'est difficile de savoir exactement à quel pourcentage de tempérament on est. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre, d'identifier, c'est quel est notre tempérament dominant. Vous verrez aussi que ce qui rend complexe la chose, quelqu'un par exemple
qui est colérique à 70%, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est colérique à 50%. Donc, il y a cette différence-là, mais ce que je veux partager avec vous, c'est les grands types, les grandes caractéristiques qui permettent de se retrouver dans l'un ou l'autre des tempéraments. Je vous rappelle que je vous ai proposé, si vous êtes intéressé par identifier votre tempérament, à envoyer un message à uneparole-pour-toi225@gmail.com et je vous enverrai un questionnaire qui permettra par la suite d'identifier votre tempérament. Je n'ai pas reçu, je n'ai pas vérifié cette semaine, mais la semaine dernière, il n'y avait aucun message. Mais vous-même, vous pouvez, sans avoir fait le test, en écoutant, en regardant, en entendant parler, identifier votre tempérament. Ce qui se passe en règle générale, c'est que on aime bien les qualités de notre tempérament, mais on n'en aime pas souvent les défauts. Donc, on a tendance à dire, oui, je me reconnais dans les qualités, mais les défauts, je ne les reconnais pas. Si vous voulez être objectif, on est plus objectif quand on parle de nos qualités que quand on parle de nos défauts. Donc, le plus simple, si vous voulez y aller avec une méthode sans faire le test, c'est de voir est-ce que vous vous retrouvez dans les qualités d'un tempérament plus qu'un autre. Et après, les défauts, vous pouvez avoir réussi soit à être transformé, soit à les, comment je peux dire, à les dépasser par votre éducation, par vos acquis. Mais cela ne veut pas dire que parce que vous n'avez plus ces défauts de votre tempérament, vous n'avez pas le tempérament de base. L'idéal, c'est d'avoir toutes les qualités de notre tempérament de base et puis avoir aussi les qualités des autres tempéraments et voir ce qui nous manque par rapport à nos qualités. C'est ça, quand on dit qu'un homme est spirituellement mature, il peut être transformé. J'ai lu l'histoire d'un homme qui était à l'origine colérique. C'est le monsieur qui a écrit la plupart des livres sur les tempéraments en français, qui s'appelle Tim LaHaye, qui raconte l'histoire. Il dit qu'il est allé dans une église et il a rencontré un monsieur d'un certain âge qui était allé le chercher. Et donc, c'était vraiment quelqu'un de doux, de calme, etc. Il était vraiment surpris par son caractère vraiment calme. Et après, quand il s'est renseigné sur lui, on lui a dit que c'était un homme qui avait des grandes entreprises, qui avait construit pratiquement un empire. Et il s'est dit, mais ce n'est pas possible, l'homme que j'ai vu, il n'a pas le tempérament d'un leader, d'un chef d'entreprise. Et en fouillant, il s'est rendu compte qu'à l'origine, quand il était plus jeune, c'était un colérique. Mais avec la transformation et à un moment, il a rencontré le Seigneur. Donc, avec la transformation que le Saint-Esprit a apportée dans sa vie, finalement, il avait ses qualités de colérique, mais il avait appris le calme, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, etc. Donc, ce qu'on va faire pendant les prochaines semaines, aujourd'hui, je vais vous présenter d'une manière rapide les 4 tempéraments, leurs qualités, leurs défauts. Et puis, les semaines qui suivent, puisque l'objectif, c'est surtout dans le couple, on va commencer à voir comment les tempéraments s'accordent. Quelles difficultés on peut rencontrer dans un couple de, par exemple, monsieur colérique et madame flegmatique. Ça, il y a beaucoup de couples qui sont comme ça. Et on va voir, en regardant justement ces difficultés, on va voir comment le Saint-Esprit, en travaillant chez l'un et chez l'autre, va permettre à chacun de devenir plus mûr spirituellement et donc de vivre une relation un peu plus harmonieuse avec son conjoint. Donc, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a 4 types de tempéraments. Si on veut caricaturer un peu, on va dire que le sanguin, c'est ce on peut appeler quelqu'un de gai. En français, on dit un gai luron, quelqu'un qui est vraiment gai. Le colérique, c'est le rock. Le mélancolique, c'est le maestro. Et puis le flegmatique, on n'a pas trouvé de qualificatif. Le flegmatique, c'est le flegmatique. Maintenant, je vais présenter rapidement chaque tempérament en parlant d'abord de tout ce qui est émotion, caractéristiques émotionnelles du tempérament.
sa manière d'entrer en relation avec les autres et aussi ses plus grands besoins. Donc le premier, je vous ai dit la semaine dernière que les 4 tempéraments sont classés en 2 grands types, les extravertis et les introvertis. Le premier tempérament chez les extravertis, c'est le sanguin. C'est le plus chaud, entre guillemets, des tempéraments. Et c'est un extraverti. Ses caractéristiques émotionnelles sont qu'il est chaleureux, il est vif, il est bavard. C'est quelqu'un qui n'est jamais à court de parole. Il sait parler, il sait amuser la galerie, il est toujours dans un groupe, il se fait toujours remarquer. Le sanguin, c'est quelqu'un d'insouciant. Il ne se soucie, il ne se tracasse jamais de l'avenir ni du passé. Il vit le présent. C'est quelqu'un, comme on dit, qui croque la vie à belles dents. Il vit la vie, il profite de la vie. Il est un excellent conteur d'histoires. Même si souvent, c'est les mêmes histoires qui reviennent, mais il est un excellent conteur. Il vit dans le présent, ça je l'ai déjà dit. Il est communicatif et il a une capacité hors du commun de s'amuser. C'est quelqu'un qui aime s'amuser. Ça, c'est le sanguin au niveau émotionnel. Voilà ses qualités. Chaleureux, charismatique, bavard, excellent conteur, vit dans le présent, communicatif, capacité hors du commun de s'amuser. Vous allez me dire, mais bavard, est-ce que c'est pas un défaut? Non, c'est une qualité. Pour un phlegmatique, être marié à un sanguin bavard, c'est une qualité. Parce qu'il y a quelqu'un pour parler pour deux. Maintenant, ses défauts ou bien ses points négatifs sur le plan émotionnel, c'est qu'il a des réactions émotionnelles imprévisibles. Il est agité, irritable. Il a tendance à exagérer. Il est aussi quelqu'un qui peut sembler manquer de sincérité parce qu'il est assez superficiel. Il manque de maîtrise de soi parce qu'il est très impulsif. Il prend des décisions très souvent sur le coup de l'émotion. Il peut être quelqu'un d'enfantin. Il peut être quelqu'un de fonceur. Fonceur dans le sens de un peu trop... il se précipite un peu trop dans certaines choses et c'est quelqu'un d'impétueux. Dans ses relations avec les autres, ses qualités, c'est qu'il se fait très facilement des amis. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, il est très sociable, il est sensible envers autrui, il est agréable, il est optimiste, il est toujours aimable et souriant, il demande facilement pardon, il est tendre et sympathique, il partage les joies et les chagrins d'autrui. Donc c'est quelqu'un de très agréable à vivre en société. Mais par contre, le côté un peu négatif du sanguin dans ses relations avec les autres, c'est qu'il a tendance à dominer la conversation, il est distrait, il a une volonté et des convictions assez faibles, il recherche l'approbation des autres, ses amitiés ne sont pas durables. Il a beaucoup d'amis, mais c'est des amitiés superficielles, passagères. C'est quelqu'un aussi, parmi les tempéraments, qui trouve facilement des excuses à sa négligence. Et il parle trop souvent de lui-même, et c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, parce qu'il est capable d'oublier ses promesses et ses obligations. Un sanguin, le jour où il est en forme, on peut lui confier des responsabilités, tout va bien se passer, mais une autre fois, on l'attend, peut-être pour une réunion, on lui a confié quelque chose à faire, il ne va pas le faire et il va trouver des excuses. Donc c'est un peu dans ses relations avec les autres, les faiblesses. Ses plus grands besoins en tant que sanguin, c'est être plus digne de confiance et plus conscient de ses responsabilités. C'est les choses sur ce qu'il doit travailler. Il doit faire preuve de plus de fiabilité et de plus de responsabilité. Il doit apprendre à avoir une discipline personnelle. Ouais, souvent, c'est des gens qui ont du mal à avoir une discipline personnelle. Il doit apprendre à être humble, une humilité authentique. Et il doit apprendre à réfléchir avant de parler. Donc ça,
c'est rapidement le tempérament du sanguin. Le colérique, comme je le dis souvent, quand les gens entendent colérique, non, moi je ne suis pas colérique, parce que on se dit que c'est mauvais. C'est pas mauvais, aucun tempérament n'est mauvais. Comme on le voit, tout tempérament a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Le colérique, au niveau des caractéristiques émotionnelles, c'est quelqu'un qui est sûr de lui dans ses décisions. C'est quelqu'un qui est volontaire, décidé, optimiste, indépendant, courageux et audacieux. C'est des bons leaders parce qu'ils savent prendre les choses en main et foncer et se fixer des objectifs et les atteindre. Au niveau émotionnel, c'est défauts, mais ses points faibles, c'est effectivement ces crises de colère qui peuvent devenir violentes, souvent. Le colérique, c'est quelqu'un qui est insensible aux besoins des autres. Ça, c'est l'un des gros défauts. Tellement il est obnubilé par l'atteinte des objectifs, il peut devenir agaçant par le fait qu'il ne se soucie pas des gens avec qui il doit atteindre ses objectifs. Il n'a aucune sensibilité par rapport aux besoins de ceux qui l'entourent. Il est peu émotif, il est froid, il a peu de... Comment je peux dire, il apprécie vraiment peu les choses esthétiques. Et c'est quelqu'un qui a horreur des larmes. Il n'aime pas quand les gens pleurent. Il n'aime pas les émotions qui conduisent à pleurer. Dans sa relation avec les autres, le colérique est très exigeant. Mais il est autant exigeant avec les autres qu'avec lui-même. C'est quelqu'un qui ne se décourage pas facilement. Donc, en général, comme je dis, ce sont des dirigeants et des dirigeants énergiques. C'est quelqu'un qui sait bien juger les autres. Il sait les motiver, il sait les exhorter. Et il baisse rarement les bras. C'est quelqu'un que les circonstances n'arrêtent pas. Le pendant dans ses relations avec les autres, c'est qu'il manque de compassion. Il prend des décisions à la place des autres. Il peut être cruel, brutal, sarcastique. Il a tendance à dominer en groupe. Il est arrogant, tyrannique. Et il se sert des autres dans son propre intérêt. Puisqu'il a des objectifs pour lui, les autres ne sont que des instruments, des moyens pour atteindre ses objectifs. Et il a peu de considération pour les personnes en eux-mêmes. Ils sont implacables, rancuniers, enclins aux préjugés, hautains et dominateurs. Donc voilà un peu les points faibles de ce tempérament. Donc les plus grands besoins d'un colérique, c'est devenir sensible aux besoins des autres, c'est reconnaître son esprit belliqueux, colérique et chercher le pardon des hommes, le pardon de Dieu, être indulgent et tolérant envers les autres. Et il doit beaucoup travailler à sa vie intérieure, à développer sa beauté, sa force intérieure et pas seulement à avoir des objectifs à atteindre et les poursuivre à tout prix. Ça, c'était les deux tempéraments extravertis, sanguin et colérique. Les deux tempéraments introvertis, le premier, c'est le mélancolique. Donc, les caractéristiques émotionnelles du mélancolique, c'est qu'il aime la musique et l'art. Ce sont des artistes. C'est quelqu'un qui a une nature généreuse et sensible. C'est quelqu'un qui a une grande capacité d'analyse. Très analytique. Émotif. C'est quelqu'un qui pense profondément. Il a un sens développé de l'esthétique. Bon, ça, c'est un peu lié à son profil d'artiste. Et c'est quelqu'un qui a une grande sympathie envers les autres. Ses principales faiblesses au plan émotionnel, comme son nom l'indique, c'est qu'il est mélancolique, lunatique. Il est pessimiste. Les mélancoliques ne voient souvent que le côté négatif des choses. Ils pensent que la vie, on vit pour souffrir. Et il a un peu cette vocation de martyr. Il est hypocondriaque. Hypocondriaque, c'est les gens qui ont
peur de toutes sortes de maladies. Ils s'imaginent qu'il y a ils sont malades, ils ont plein de maladies, ils sont tout le temps chez le médecin, tout le temps en train de prendre des médicaments. Ils sont introspectifs à l'excès. C'est-à-dire qu'ils se regardent, ils regardent à l'intérieur d'eux-mêmes et parfois c'est excessif et ils sont en général, ils peuvent être dépressifs et ils sont orgueilleux. Dans leur relation avec les autres, les mélancoliques sont des amis sur qui on peut compter, des amis qui ont un esprit de sacrifice, des amis qui sont fidèles, loyaux, ils sont prudents, très prudents dans le choix de leurs amis. À l'inverse du sanguin, les mélancoliques choisissent leurs amis avec soin parce qu'ils nouent des relations profondes avec leurs amis. C'est une affection profonde qu'ils ont pour leurs amis. Ce sont des gens qui gardent tout en mémoire. Si vous connaissez un mélancolique, vous saurez que c'est quelqu'un qui garde tout en mémoire. Il va te raconter des histoires que vous avez vécues ensemble il y a 20, 30 ans. Il va se souvenir de tous les détails. C'est quelqu'un qui est un très bon auditeur. Il écoute, il a le sens de l'écoute. Et il est profondément ému par la souffrance d'autrui. C'est leur empathie avec leur fidélité, leur loyauté qui en font vraiment de bons amis. Mais le revers de la médaille, toujours, leur point faible, c'est que ils sont très critiques envers les imperfections des autres. Ils jugent tout d'après leurs propres idées, ils ne sont pas tolérants. C'est pas le genre de personne à penser qu'il peut avoir plusieurs points de vue différents. Pour lui, c'est sa manière de penser qui est la bonne. Ils sont soupçonneux. Ce sont des gens aussi qui peuvent se mettre en colère d'une manière explosive après avoir réprimé. Ils ne sont pas comme les colériques qui sont... je compare souvent les colériques à un soufflé au fromage. C'est-à-dire que la colère monte et puis elle retombe aussitôt. Alors que les mélancoliques, ils peuvent se contenir, apprendre à réprimer leur animosité, mais à un moment, quand ça explose aussi, ça peut créer des dégâts. Et ils sont très souvent profondément blessés par les autres. Ils sont rancuniers et ils n'aiment pas qu'on s'oppose à eux. Donc leur plus grand besoin, c'est de surmonter leur esprit critique. Vraiment, ils sont très critiques vis-à-vis des autres. Comme ils ont un esprit analytique, ils vont détailler ta personnalité, détailler tout ce que tu fais, analyser, et ils sont très critiques. Il doit apprendre à se consacrer au service des autres et cultiver un esprit de reconnaissance. C'est ça qui va éloigner de lui la mélancolie, la dépression. Un esprit le mélancolique doit apprendre à cultiver un esprit de reconnaissance et avoir une vie équilibrée avec suffisamment de repos, suffisamment d'exercice. Voilà. Et aussi apprendre à consacrer du temps à l'étude, à la méditation et à la prière. Et pour terminer, donc le dernier tempérament qui est le flegmatique. Les caractéristiques émotionnelles du flegmatique, c'est qu'il est calme, digne de confiance. Il est facile à vivre. Ce sont des gens qui sont faciles à vivre, des gens qui sont aimables, qui sont joyeux, même s'ils n'ont pas grand-chose à dire. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils ont bon cœur, ils sont pacifiques. Mais au niveau émotionnel, leur grande faiblesse, c'est qu'ils ont souvent un manque de confiance en eux-mêmes. Ils sont pessimistes et craintifs. Ils sont soucieux. Ils rient rarement. Ils sont passifs et indifférents. C'est un point important, la passivité, l'indifférence du flegmatique. Et il a tendance, il risque en tout cas d'être hypocrite. Dans ses relations avec les autres, ce sont des gens qui sont de compagnie agréable. Ils ont des amis. Ils sont très apaisants, conciliateurs. Ce sont des bons médiateurs. Ce sont des bons négociateurs pour trouver des compromis dans des conflits. Ils sont loyaux, fidèles, diplomates. Voilà. Et ils écoutent vraiment, une très bonne capacité d'écoute.
ce sont des amis fidèles. Mais par contre, ils ne parlent que ils ne donnent des conseils que quand on le leur demande. Si tu ne lui demandes pas de te donner, tu ne lui demandes pas des conseils, il ne va pas te les donner. Il peut avoir des conseils, mais comme ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup, ils ne s'expriment sur des questions de fond que lorsqu'ils sont sollicités. Ces difficultés dans ses relations avec les autres, c'est qu'il ne s'implique pas. C'est quelqu'un qui aime bien le confort de sa vie et donc il ne va pas s'impliquer dans des situations qui vont compromettre ce confort. Ils ont tendance aussi à être égoïstes et avares. Ils font preuve d'une certaine indifférence vis-à-vis des autres. Ils manquent d'enthousiasme. Ils sont obstinés. Ils sont très taquins, surtout envers ceux qui les ennuient. Et ils manquent souvent de cordialité. Donc leur besoin essentiel, c'est de surmonter cette passivité et s'impliquer dans la vie des autres, apprendre à se donner aux autres, reconnaître que être craintif n'est pas une bonne chose et que Dieu ne nous appelle pas à être craintifs. Ils doivent apprendre aussi à confier leurs problèmes à Dieu. Donc voilà, je dirais succinctement, vraiment succinctement présenter les 4 tempéraments. Si on veut résumer rapidement, on peut dire que la personne colérique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté. C'est quelqu'un qui agit seul, qui se débrouille, qui a de l'énergie, qui ne tient pas en place, qui n'a peur de rien, qui ne se décourage pas facilement. C'est pour ça que ce sont des leaders. Là où un autre tempérament va peut-être se décourager au premier obstacle, eux, ils vont foncer. Ce sont des leaders. Par contre, ils peuvent être autoritaires, sévères, durs. Ils sont capables de marcher sur les autres sans aucune pitié, pour atteindre leurs objectifs. Ils sont capables de faire preuve même de ruse et de méchanceté pour pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est le genre de personnes pour qui tous les moyens sont bons pour arriver au résultat qu'ils souhaitent. Mélancolie, et donc j'ai commencé par colérique, j'aurais dû commencer par sanguin. Le sanguin, c'est quelqu'un de passionné, positif, qui croque la vie, beaucoup d'amis, parce que chaleureux, convivial, et c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui peut-être même un peu trop, et qui s'emballe assez vite. Et elle peut parfois, justement, à cause de cette exubérance, paraître un peu agitée, un peu trop vif dans ses réactions et ses paroles. Voilà. Donc, et puis, justement, comme c'est quelqu'un, le sanguin, comme c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, il peut papillonner dans tous les sens et il peut avoir un peu de mal à gérer son argent, son temps, etc. Mélancolique, donc sans s'élever du discernement, c'est des gens qui comprennent vite et bien, qui sont très analytiques, qui sont fidèles, dévoués, artistes, ils aiment les autres, ils se sacrifient pour les autres, ils sont sensibles aux besoins des autres, ils aiment ils aiment les mélancoliques, aiment ce qui est beau, ils sont créatifs, ils ont de l'imagination, mais ils sont souvent un peu trop rêveurs, un peu trop contemplatifs, un peu trop pessimistes, un peu trop tendance à sombrer dans la nostalgie, dans la morosité, dans la dépression. Et le flegmatique, caractérisé par son calme, son caractère paisible, quelqu'un qui sait garder son sang-froid en toute occasion et qui a le sens des responsabilités. Contrairement au sanguin, le flegmatique a le sens des responsabilités. Au sanguin, comme le colérique, il a le sens des responsabilités. C'est vrai que un flegmatique, justement, à cause de son calme, de son caractère paisible, ne va peut-être pas être un leader comme le colérique parce qu'il n'a pas tendance à s'imposer, à vouloir forcément prendre le devant des choses. Mais quand on lui confie des responsabilités, il sait bien les assumer. C'est un tempérament sérieux, raisonnable,
qui sait travailler, qui sont persévérants dans le travail. Et le côté négatif, c'est que le flegmatique peut sembler mou, endormi, paresseux, passif. Voilà. Donc, il a besoin parfois d'être encouragé, d'être motivé pour aller de l'avant. Et souvent, le problème des flegmatiques aussi, c'est leur peur qui les paralyse. Mais malgré cette peur, ce sont des gens qui sont quand même assez taquins et assez moqueurs. Donc, voilà, résumé en quelques mots les différents tempéraments. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la semaine prochaine, on va maintenant rentrer essayer de faire des scénarios avec les différents types de couples, monsieur flegmatique, madame colérique, monsieur colérique, madame flegmatique, comment les choses se passent en fonction du tempérament dans le couple. Et cela va nous donner l'occasion de prendre des exemples concrets pour illustrer davantage la présentation des tempéraments que j'ai fait aujourd'hui et qui peut paraître un peu aride. Donc j'espère que après tout ce que j'ai dit, soit tu connaissais ton tempérament avant, soit tu l'as découvert et cela va aider. Parce que si on ne connaît pas son tempérament, les autres développements ne vont pas vraiment nous aider. Donc, j'espère que à partir de là, tu as identifié ton tempérament. Si tu es marié, tu as identifié le tempérament de ton conjoint. Tu as commencé à voir un peu le genre de problème que vous pouvez avoir justement du fait des qualités et des points améliorables. Je préfère ce terme à défaut, des qualités et des points améliorables de chacun. Donc la semaine prochaine, nous allons rentrer un peu plus en détail pour voir comment on peut étendre des tempéraments différents. Parce que en général, on ne se marie jamais avec quelqu'un qui a le même tempérament que nous. Parce qu'on est attiré par ce que on n'a pas chez l'autre. C'est ça qui nous attire au début. Quand on se rencontre, quand on est fiancé, ce sont les différences qui nous attirent. Et après, ce sont ces mêmes différences. Quand on n'a pas appris à les comprendre, à les gérer, à les tolérer, à se mettre à la place de l'autre, qui risque maintenant de nous agacer, qui risque de créer des problèmes. Un colérique, ce qui va l'attirer chez une flegmatique, c'est son caractère calme, sa douceur au départ. Mais après, cette même douceur, il va se dire, mais elle est paresseuse. Elle prend pas vite des décisions. Quand on dit de faire des choses, elle les fait pas. Donc, c'est le revers de la médaille d'un caractère calme par rapport à quelqu'un qui est chaud. Aussitôt il a pris la décision, aussitôt il a fini d'exécuter. Donc, c'est ça qui crée toujours des différences. Donc, il faut pouvoir les identifier et voir comment arriver à être en harmonie, bien qu'étant différents, bien qu'ayant des tempéraments différents. Donc, c'est ce que nous allons faire à partir de la semaine prochaine. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce moment. Je crois que chacun de tes enfants qui étaient à l'écoute et ceux qui vont écouter après auront une vision claire de leur tempérament, donc des qualités qu'ils ont en tant que personne, les caractères, les traits de leur caractère qui sont des qualités, mais qui pourront également identifier leurs faiblesses et commencer à travailler là-dessus. Ces faiblesses qui, inévitablement, dans les relations de couple, vont poser des problèmes, vont créer des difficultés et que chacun puisse apprendre à surmonter justement ces faiblesses. Même les qualités, parfois, quand on ne comprend pas bien le tempérament de l'autre, même ces qualités peuvent nous sembler difficiles à supporter. Et je prie que, alors que tes enfants suivent cet enseignement, qu'ils écoutent ces choses, que cela ne soit pas pour eux uniquement des
des théories, des choses qu'ils écoutent, mais que cela puisse leur servir concrètement dans leur foyer, dans leurs relations, à améliorer les choses, à pouvoir mieux se connaître, à pouvoir mieux se comprendre. L'objectif final, l'objectif ultime étant de continuer